Ce soir-là, le 24 novembre 1968, personne dans cette salle ne pouvait imaginer qu'ils allaient assister à bien plus qu'un simple match de karaté. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension presque palpable. Des centaines de spectateurs s'étaient massés dans l'arène, attirés par la promesse d'un affrontement exceptionnel. Au centre de toutes les attentions se trouvait un homme dont le nom commençait à peine à résonner dans les cercles des arts martiaux, Chuck Norris. Quelques mois plus tôt, il avait connu l'une des défaites les plus humiliantes de sa carrière face à un adversaire redoutable, Luis Delgado. Cette nuit-là, il revenait pour effacer cette marque, pour prouver quelque chose d'essentiel, non pas au public, mais à lui-même. Si vous êtes passionné par les récits de combats légendaires, les rivalités qui ont marqué l'histoire des arts martiaux et les moments où tout bascule sur un ring, alors abonnez-vous dès maintenant à Expérience de vie. Ici, nous plongeons au cœur des affrontements les plus intenses, des destins qui se forgent dans la douleur et la détermination. Ne manquez aucune de ces histoires incroyables qui ont façonné le monde du combat. Dans les gradins, une caméra discrète tournait, capturant chaque seconde de ce qui allait devenir l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du karaté professionnel. Personne ne savait encore que ces images feraient le tour du monde, qu'elles serviraient d'inspiration à des milliers de combattants en devenir, et qu'elles immortaliseraient l'instant précis où Chuck Norris bascula d'un simple compétiteur talentueux à une véritable légende vivante. Lorsque les deux hommes pénétrèrent sur le tatami, le silence s'imposa naturellement. Pas un murmure, pas un bruit parasite, juste cette tension qui précède les grands bouleversements. Chuck avançait avec une assurance nouvelle, une présence calme mais déterminée qui contrastait radicalement avec l'homme nerveux et impatient qu'il avait été lors de leur première confrontation. En face de lui, Luis Delgado affichait la confiance du vainqueur, celle de l'homme qui a déjà prouvé sa supériorité et qui s'attend à répéter l'exploit. Mais dès les premières secondes, tout bascula. Delgado lança une attaque d'ouverture, un coup de pied rapide destiné à tester les réflexes de son adversaire et à imposer son rythme. Chuck ne recula pas. Il absorba l'impact avec une parade parfaitement maîtrisée, si fluide et si précise que plusieurs spectateurs échangèrent des regards stupéfaits. Ce n'était pas le même homme. Quelque chose avait changé. Ses mouvements respiraient la confiance absolue, celle qui naît des heures interminables d'entraînement, des sacrifices invisibles et des batailles intérieures remportées bien avant de monter sur un ring. Delgado enchaîna immédiatement avec une combinaison plus agressive, cherchant à déstabiliser son adversaire par la vitesse et l'intensité. Mais Chuck lisait chaque mouvement comme s'il avait répété cette chorégraphie 1000 fois dans sa tête. Il esquivait avec une économie de gestes déconcertante, glissant hors de portée avec juste assez de distance pour éviter le danger, mais sans jamais perdre son ancrage. Chaque parade, chaque déplacement semblait calculé au millimètre près. Les juges, installés en bordure du tatami, se penchèrent légèrement en avant. Ils sentaient qu'ils assistaient à quelque chose de spécial. Puis vint le moment qui fit basculer l'arène tout entière. Delgado, frustré par l'imperméabilité de sa défense, décida de prendre un risque calculé. Il pivota sur lui-même pour lancer un revers de poing tournant. Une technique spectaculaire et dangereuse qui, si elle atteignait sa cible, pouvait mettre fin au combat instantanément. Le public retint son souffle. Mais Chuck avait anticipé. En une fraction de seconde, il s'abaissa sous la trajectoire du coup, laissant le bras de Delgado fendre l'air au-dessus de sa tête. Et avant même que son adversaire ne retrouve son équilibre, Chuck riposta avec une contre-attaque fulgurante. Un coup de pied direct, explosif, précis, qui percuta Delgado en pleine poitrine, avec une force dévastatrice. Le bruit de l'impact résonna dans toute la salle. Delgado vacilla, cherchant désespérément à retrouver sa garde. Mais il était trop tard. Le momentum venait de changer de camp. Plusieurs spectateurs bondirent de leur siège sans même s'en rendre compte, emportés par l'intensité du moment. Chuck avança, non pas avec une rage incontrôlée, mais avec une détermination froide et implacable. Chaque pas était mesuré, chaque geste portait l'intention claire de dominer,
de contrôler, de conquérir. Delgado tenta de reprendre l'initiative, lançant une série de coups rapides dans l'espoir de déstabiliser son adversaire. Mais Chuck ne recula pas d'un centimètre. Il absorbait la pression avec une sérénité glaçante, répondant à chaque attaque par des contres chirurgicaux qui forçaient Delgado à reculer progressivement. La foule rugissait maintenant, alimentant l'énergie brûlante qui consumait l'arène. On ne regardait plus un simple match de karaté. On assistait à la naissance d'une légende. Mais pour comprendre pleinement la puissance de cette victoire, il faut revenir en arrière. Il faut explorer les mois qui ont précédé ce 24 novembre 1968, cette période sombre où Chuck Norris a dû affronter le pire adversaire qui soit, lui-même. Leur première confrontation avait eu lieu quelques mois plus tôt, dans une arène remplie d'espoir et d'ambition. Chuck était arrivé ce soir-là avec la certitude tranquille de l'homme bien préparé. Il avait travaillé dur, perfectionné ses techniques, visualisé la victoire. Mais la réalité du combat avait été cruelle. Delgado l'avait dominé, du début à la fin, pas de manière écrasante, mais avec une constance déstabilisante. Chaque échange tournait en faveur de l'adversaire. Chaque tentative de Chuck était anticipée, contrée, neutralisée. À la fin du match, lorsque les juges avaient levé le drapeau en faveur de Delgado, Chuck avait ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu auparavant. L'humiliation publique. Ce n'était pas la douleur physique qui le hantait, c'était la certitude amère d'avoir échoué alors qu'il pensait être prêt. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il resta éveillé pendant des heures, rejouant mentalement chaque seconde du combat. Où avait-il failli ? Qu'est-ce qui lui avait manqué ? La réponse était difficile à accepter. Ce n'était pas une question de technique, c'était une question d'état d'esprit. Les jours qui suivirent furent les plus durs de sa vie. Ses proches tentèrent de le consoler, de relativiser la défaite, mais leurs mots glissaient sur lui sans pénétrer. Il ne voulait pas de réconfort. Il voulait des réponses. Et surtout, il voulait se transformer. Cette obsession devint le moteur d'une métamorphose radicale. Chuck retourna dans son dojo avec une détermination nouvelle, presque effrayante. Il ne s'entraînait plus simplement pour s'améliorer. Il s'entraînait pour se reconstruire entièrement. Ces sessions devinrent marathons d'endurance mentale et physique. Il passait des heures à décortiquer chaque mouvement de Delgado, à analyser ses faiblesses, à identifier les ouvertures qu'il avait manquées. Il travaillait ses enchaînements jusqu'à ce que ses jambes tremblent d'épuisement. Il frappait les sacs jusqu'à ce que ses mains deviennent insensibles. Mais au-delà de l'effort physique, c'était son esprit qu'il forgeait. Il consultait ses mentors, ses maîtres qu'il avait guidés depuis ses débuts. Ils lui rappelèrent une vérité fondamentale. Les plus grandes victoires naissent toujours des plus douloureuses défaites. Cette philosophie s'ancra profondément en lui. Chuck comprit que sa défaite face à Delgado n'était pas une fin, mais un commencement. Une opportunité de devenir ce qu'il n'avait jamais osé être. Progressivement, ceux qui s'entraînaient avec lui remarquèrent donc le changement. Ses mouvements devenaient plus fluides, plus précis. Sa présence sur le tatami avait quelque chose de différent. Une intensité silencieuse qui imposait le respect. Il n'était plus l'homme impatient qui cherchait à prouver sa valeur. Il était devenu un combattant complet, maître de ses émotions autant que de ses techniques. Lorsque la possibilité d'une revanche fut évoquée, Chuck accepta sans hésitation. Mais cette fois, il ne cherchait pas à venger son honneur ou à impressionner qui que ce soit. Il cherchait simplement à se confronter à la version de lui-même qui avait échoué et à prouver qu'il l'avait dépassé. Les semaines précédant le combat furent marquées par une concentration totale. Pas de distraction, pas de doute, juste une préparation méthodique et implacable. Et lorsqu'arriva enfin le 24 novembre 1968, Chuck monta sur ce tatami avec la certitude tranquille de celui qui sait. Il n'avait plus rien à prouver au monde. Il avait déjà tout prouvé à lui-même. Lorsque le point final fut annoncé, l'arène explosa littéralement. Des cris, des applaudissements, des sifflements admiratifs fusèrent de toutes parts. Chuck Norris venait de remporter le championnat du monde professionnel de karaté en catégorie poids moyen. Mais au-delà du titre, c'était la manière dont il avait gagné
qui marquait les esprits. Ce n'était pas une victoire arrachée de justesse. C'était une démonstration de maîtrise absolue. Delgado se releva lentement, encore sonné par l'intensité du combat. Lorsqu'il croisa le regard de Chuck, il n'y avait aucune animosité, juste une reconnaissance mutuelle. Il tendit la main et Chuck la saisit fermement. Cette poignée de main dura quelques secondes, mais elle symbolisait bien plus qu'un geste de fair-play. C'était l'acceptation d'un passage de flambeau, la reconnaissance que quelque chose d'exceptionnel venait de se produire. Autour d'eux, les réactions explosaient. Certains fans criant de joie, d'autres restaient figés, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. Les entraîneurs échangeaient des analyses à voix basse, essayant de comprendre comment Chuck avait réussi une telle transformation en si peu de temps. Les compétiteurs présents dans la salle observaient avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Ils venaient de comprendre que s'ils devaient un jour l'affronter, ils feraient face à quelqu'un qui avait franchi un cap inaccessible à la plupart. Dans les coulisses, l'agitation atteignit son paroxysme. Les journalistes se bousculaient pour obtenir une déclaration. Les photographes mitraillaient chaque expression, chaque geste. L'équipe de Chuck l'entourait, rayonnante de fierté, mais sans excès. Il savait que cette victoire n'était pas le fruit du hasard. C'était l'aboutissement de mois de travail acharné, de sacrifices silencieux, de batailles intérieures remportées loin des projecteurs. Chuck, assis sur un banc, une serviette sur les épaules, laissait le tumulte l'envelopper sans vraiment y participer. Il ne jubilait pas, il ne paradait pas. Il se contentait d'absorber l'instant, conscient que quelque chose de fondamental venait de se produire dans sa vie. Lorsque les journalistes parvinrent enfin à l'approcher, il s'attendait à des déclarations grandiloquentes. Mais Chuck resta fidèle à lui-même. Il parla de discipline, de préparation, de respect pour son adversaire. Pas un mot sur la revanche ou l'humiliation passée. Il laissait les faits parler d'eux-mêmes. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre à travers toute la communauté des arts martiaux. Les appels téléphoniques se multipliaient. Les discussions s'enflammaient dans leur dojo. Partout, on répétait la même phrase. Chuck Norris avait battu Luis Delgado et était devenu champion du monde. Mais ce n'était pas seulement une victoire, c'était une déclaration. Le signal que quelque chose de nouveau venait d'émerger dans le paysage du karaté professionnel. Dès le lendemain, les écoles d'arts martiaux du pays entier analysant le combat. Certains visionnaient les images capturées cette nuit-là, cherchant à décrypter les subtilités de sa technique. D'autres racontaient l'histoire à leurs élèves comme une parabole sur la persévérance et la résilience. Les entraîneurs utilisaient cet exemple pour inspirer leurs jeunes combattants, leur rappelant qu'une défaite n'est jamais une fin, mais toujours une opportunité de renaître plus fort. Ce 24 novembre 1968 ne marqua pas simplement la consécration d'un champion. Il inaugura la naissance d'une légende qui allait transcender le monde des arts martiaux pour toucher la culture populaire tout entière. Dans les mois qui suivirent, Chuck Norris ne se contenta pas de savourer sa gloire. Il continua de s'entraîner avec la même rigueur, de se perfectionner sans relâche. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont il était perçu. Les organisateurs de tournois le sollicitaient constamment. Les jeunes combattants venaient le trouver pour lui demander conseil. Et partout où il allait, une aura particulière l'accompagnait. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une présence, une force tranquille qui imposait le respect sans effort. Chuck ne parlait pas beaucoup de technique. Il préférait discuter de mental, de concentration, de cette capacité à rester calme quand tout autour de soi s'effondre. Ces conversations marquaient profondément ceux qui avaient la chance d'y assister. Et son influence commença à se répandre bien au-delà du cercle restreint des compétiteurs de haut niveau. Les victoires s'enchaînèrent. Tournoi après tournoi, Chuck démontrait une constance impressionnante. Mais ce qui fascinait le plus, ce n'était pas tant la fréquence de ses succès que la manière dont il gagnait. Cette tranquillité avant le combat, cette précision chirurgicale dans l'exécution, cette capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires comme s'il lisait dans leurs pensées.
Les commentateurs commencèrent à forger une expression qui allait lui coller à la peau. Chuck Norris était entré dans son identité véritable. Puis vint le moment où sa notoriété dépassa les frontières du karaté. Hollywood frappait à la porte, attiré par ce combattant authentique dont la simple présence à l'écran promettait une intensité rare. Mais percer dans le cinéma ne fut pas une promenade de santé. Les studios restaient méfiants. Les films d'arts martiaux n'avaient pas encore fait leurs preuves sur le marché américain. Chuck essuya de nombreux refus avant de décrocher son premier rôle principal dans Good Guys Wear Black. Le film fut produit avec un budget modeste, presque dérisoire pour les standards d'Hollywood. Mais Chuck et son équipe crurent en ce projet. Ils investirent leur propre argent, louèrent des salles eux-mêmes, prirent des risques financiers considérables, et leur audace paya au-delà de toutes les espérances. Avec $1 million de budget, le film rapporta 18 millions au box-office. Ce succès inattendu ouvrit les vannes. Chuck Norris devenait la première véritable star américaine des arts martiaux au cinéma. Les films s'enchaînèrent alors. An Eye for an Eye, The Octagon, Lone Wolf McQuade. Chaque production consolidait sa réputation. À l'écran, il apportait quelque chose que les acteurs traditionnels ne pouvaient pas offrir, l'authenticité. Chaque mouvement, chaque coup, chaque chorégraphie de combat portait la marque de son expérience réelle sur les tatamis. Le public le sentait. Les spectateurs savaient qu'ils ne regarderont pas seulement un acteur jouant un rôle, mais un véritable maître des arts martiaux donnant vie à des personnages qui lui ressemblaient. La télévision suivit naturellement. Walker, Texas Ranger, devint un phénomène culturel, permettant à Chuck de toucher des millions de foyers à travers l'Amérique et le monde. Sa philosophie, son code moral, sa présence rassurante conquirent un public bien plus large que celui des compétitions de karaté. Il n'était plus seulement un champion, il était devenu une icône. Aujourd'hui, des décennies après cette nuit mémorable de novembre 1968, le nom de Chuck Norris résonne encore avec puissance. Les nouvelles générations découvrent ses films, s'inspirent de son parcours, admirent la cohérence d'une vie entièrement dédiée à l'excellence. Mais au-delà des titres, des récompenses et de la gloire, ce qui reste gravé dans les mémoires, c'est l'histoire d'un homme qui a refusé de laisser une défaite définir son destin. Chuck Norris nous rappelle une vérité universelle. Les véritables victoires ne se mesurent pas au moment de gloire, mais à la capacité de se relever après avoir été mis à terre. C'est dans la solitude de l'entraînement, dans le doute qui suit l'échec, dans cette décision de continuer malgré tout que se forge le caractère d'un champion. Et vous, face aux défis de votre propre existence, comment réagissez-vous lorsque tout semble perdu ? Avez-vous déjà connu ce moment où une défaite vous a obligé à vous réinventer ? Partagez vos expériences en commentaire. Vos histoires pourraient inspirer d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à Expérience de vie. Nous continuerons à vous raconter les destins extraordinaires de ceux qui ont transformé leurs épreuves en triomphe. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera vibrer.